Donc, nous passons la parole à Jean-Michel Gauthier, qui est associé de l'OAT mondial de l'énergie, spécialisé sur ces sujets d'énergie et ressources depuis très longtemps et qui a notamment eu 12 ans de responsabilité opérationnelle chez Total dans la chaîne de gaz. Faire chauffer la machine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour. Comme dans tous les films, il faut qu'il y ait un méchant. J'ai donc accepté de jouer ce rôle et de vous parler de la voie étroite qui s'ouvre, qui est cette ligne de crête entre l'espoir du développement durable et l'abîme de l'énergie. Je vais donc insister, j'espère ne pas caricaturer, je vais insister donc sur la difficulté de la mise en place du développement durable, compte tenu du caractère extrêmement têtu des faits et têtu des grands équilibres et des grands ratios d'offres et de demandes, et en particulier de la structure de l'offre énergétique. Je vous propose de commencer par regarder ou faire un constat du passé. Si on regarde ce graphe qui représente donc la structure de l'approvisionnement en énergie primaire sur le long terme, sur les 40 dernières années, ce que l'on voit, c'est que en 1965, il y a 40 ans en gros, nous avions un ratio d'énergie fossile, c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz sur l'ensemble des énergies qui était juste en dessous de 100%, qui était de 94%. 20 ans plus tard, après le premier puis le deuxième choc pétrolier, ce même ratio, c'est-à-dire charbon en haut, ligne rouge qui est le gaz et ligne verte qui est le pétrole, est toujours de 90%. Malgré les deux chocs pétroliers. Et puis, toujours un peu plus de 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, aujourd'hui, si on regarde le ratio A plus B, c'est-à-dire donc, encore une fois, charbon plus gaz plus pétrole, eh bien, on est toujours à 90% d'énergie fossile. Alors après ça, on dit, ah, mais il y a des concentrations de carbone dans l'atmosphère. Bah oui. Évidemment, puisque voilà 40 ans que le carbone est, comme je l'indique, le ressort ou l'index véritable de notre économie. Alors, la conclusion de ce graphe est la suivante, c'est que le pétrole a toujours été et demeure la principale énergie, et que le charbon, qui était promis à une sorte était promis à être remisé dans les livres d'histoire et les romans de Dickens, le charbon, lui, s'adjuge la croissance la plus forte, et comme on va le voir, le charbon est l'énergie du futur. Tout ça, évidemment, n'est pas très politiquement correct ou développement durablement correct. Si on regarde maintenant l'avenir, c'est-à-dire cette même structure de la demande d'énergie primaire, on voit que demain sera exactement semblable à aujourd'hui. C'est-à-dire que les énergies fossiles restent tout à fait dominantes, qu'elles représentent toujours 80, voire plus de 80% de l'énergie totale fournie en 2030, et ce, bien que la demande d'énergie primaire ait augmenté de moitié, de 50%. Donc demain, nous ajoutons 50% de plus d'énergie, ou nous en demandons 50% de plus, et nous sommes toujours à un ratio de 80% de charbon, gaz, pétrole sur l'ensemble, ce qui veut dire que, en fond, ni le nucléaire, ni les renouvelables ne seront dans un avenir proche des sources d'énergie larges et susceptibles de constituer un fort pourcentage dans le mix énergétique mondial. Donc, à ceci, il faut donc ajouter que plus 50% d'énergie primaire à 80% fossile veut dire il veut dire qu'il faut ajouter aux émissions de CO2 que nous constatons aujourd'hui, une augmentation donc de 45%. Donc demain,
plus 45% de CO2 d'émissions. Et comme le dit l'Agence de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie, vers 2100, il faut s'attendre à un doublement des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. C'est hélas le triste constat qui fait dire à l'Agence internationale de l'énergie, à côté d'ici, au pied de la Tour Eiffel, que nous sommes en marche vers un avenir de carbone, de crise et de cherté. Alors, arrêtons-nous un instant sur ces deux énergies fondamentales, qui sont d'ailleurs appelées à se rejoindre à peu près à parité en 2030, que sont le pétrole et le charbon. Le charbon qui aura rejoint donc le niveau du pétrole en 2030. Le charbon d'abord. Loin d'être une énergie obsolète qui est appelée à rejoindre les livres d'histoire, le charbon est au contraire l'énergie de demain. Le XXIe siècle, on pourrait dire, sera charbonnier ou ne sera pas. Il n'est que de regarder sa destination première qui est l'électricité. Ce graphique qui sort des bases de données du département d'État américain indique montre d'abord la production mondiale d'électricité par combustible entre nos jours et 2030. Donc là, il s'agit de l'énergie, de l'électricité produite et non pas de la capacité de production. Il y a quelques années, le pétrolier que j'étais entendait partout dire que le gaz allait supplanter toutes les énergies, que demain serait gazier, qu'il y aurait du gaz partout. Les compagnies anglo-saxonnes véhiculaient très volontiers ce message. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup de gaz. Oui, il y en a. Moi, je vois surtout du charbon. Et comme vous le voyez, ces histogrammes noirs, vous voyez qu'en 2030, en milliers de térawattheures, c'est-à-dire en milliers de milliards de kilowattheures, en 2030, le charbon représente à lui seul 100% de l'électricité produite aujourd'hui. Et que, comme vous le voyez, la production d'électricité sur charbon double entre aujourd'hui et 2030. Il faut savoir qu'à 80%, ce doublement est représenté par la Chine. D'où une conclusion qui est que il est d'extrême urgence de mettre au point les technologies de capture et de séquestration du CO2, c'est-à-dire de maîtriser la technologie du charbon propre. Sinon, nous allons effectivement à la catastrophe. Le pétrole, maintenant. Si la voie du développement durable n'est pas gagnée ou n'est pas sûre du côté du charbon, y a-t-il des marges de manœuvre du côté du pétrole? Est-ce que l'on peut réduire substantiellement notre dépendance à l'égard de la demande pétrolière? Il y a 30 ans, au moment des premiers et deuxièmes chocs pétroliers, il y avait une marge de manœuvre qui était que il y avait encore une très forte part de production électrique sur fuel. Le pétrole assurait donc une grande partie des besoins électriques par sa combustion. Donc on pouvait toujours dire on va réduire la demande pétrolière en passant au gaz. Aujourd'hui, y a-t-il une semblable marge de manœuvre? Je n'en suis pas sûr. Et il est possible que nous ayons atteint un talon de demande pétrolière qui soit difficilement compressible. À vous de juger. La demande pétrolière mondiale en 2007, comme en 2009 d'ailleurs, elle n'a pas beaucoup bougé, elle est de 85 millions de barils jour. Alors la première chose à dire, c'est que pour produire 85 millions de barils jour, il faut en produire en gros un tiers de plus, comme vous le voyez, enfin 75% pour l'un qui est utile, 26% pour l'autre. Donc en gros, il faut en gros produire 110, 115 millions de barils jour pour en avoir 85 millions nets pour la demande finale. Bon, donc ça c'est un élément, mais c'est pas le principal. Si on regarde les 85 millions de barils jour, qui sont donc 100% des barils à destination du consommateur final, on voit que plus de la moitié de la production pétrolière va directement à un seul secteur qui est celui du transport. À 60%, nous utilisons le pétrole pour satisfaire nos besoins de transport. Et si on regarde cette part bleue, du camembert bleu qui représente le transport, on voit que 80% de ces 60%, c'est-à-dire 80% de nos besoins de transport, de notre demande de pétrole pour satisfaire nos besoins de transport, c'est du transport routier. C'est pour satisfaire nos besoins de transport sur la route. Et que ces 80% de besoins du pétrole pour le transport routier, c'est donc en gros un petit peu moins de 40 millions de barils jour,
C'est équivalent à 3 fois la production de l'Arabie Saoudite quotidienne, plus 1 fois le Koweït. C'est quand même pas rien. Regardons maintenant toujours la part bleue, c'est-à-dire ce transport routier. Ce transport routier, à 2/3, presque 2/3, c'est du véhicule léger, et non pas des camions, plutôt que des camions. Et donc, c'est en gros autour de 24 millions de barils jour que nous brûlons, vous brûlez, je brûle, dans nos véhicules particuliers. Et que l'essentiel de ces 63% de véhicules particuliers, qui représentent donc deux productions d'Arabie Saoudite par jour, l'essentiel de ces 2/3, c'est un citadin américain, asiatique ou européen coincé dans les transports qui va ou qui revient du bureau et qui, comme disent les mauvaises langues, aurait peut-être mieux fait de rester chez lui, qui n'avait peut-être pas grand-chose à faire au bureau. Et donc, je voudrais donc, comme conclusion, avoir une double conclusion là-dessus, vous la proposez. D'abord, c'est que donc ce talon incompressible de la demande pétrolière, c'est du transport quotidien, c'est le transport de gens qui n'ont pas de système de transport collectif, qui n'ont pas d'infrastructure dans les villes asiatiques ou dans les villes américaines, qui doivent nécessairement utiliser leur véhicule pour se rendre au travail, qui ne peuvent pas y échapper. Et donc, ma première conclusion, c'est que cette demande est vraisemblablement inélastique, sauf à tester des niveaux de prix de l'ordre de ceux que l'on a connus au cours de l'été dernier, mais ceci reste à démontrer. Et la deuxième conclusion que je voudrais proposer, ce que je viens de dire sur le fait que les différentes personnes coincées dans les embouteillages n'ont peut-être pas grand-chose à faire au bureau, n'est pas simplement une galéjade, c'est que nous avons eu un progrès technologique, nous avons accompli un saut technologique en matière de circulation de l'information par Internet, par les TMT. Nous ne l'avons pas fait sur les circulations des véhicules automobiles. Donc peut-être faut-il se poser la question de savoir si on ne peut pas utiliser un progrès technologique pour réduire la dépense pétrolière dans un secteur où nous n'avons pas fait de progrès, qui est celui du transport des personnes. Donc de ce côté-là, eh bien, tant qu'il n'y aura pas généralisation des transports urbains en commun et tant qu'il n'y aura pas un saut technologique permettant de trouver un autre combustible que le pétrole, il y aura cette demande incompressible. Ma conclusion, elle est connue de tous, c'est que nous sommes dans un nouveau paradigme. Nous sommes entrés, avec l'année 2000, dans un nouveau paradigme énergétique et carbone et qui constate que les émissions de gaz à effet de serre, telles qu'elles nous sont ici communiquées par l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport, s'envolent depuis 2000 et que les émissions de CO2 qui sont donc directement liées à nos besoins énergétiques vont augmenter de 45%, 45-50%. Qu'est-ce que l'on voit ici ? Eh bien, on voit ici, finalement, les deux points que j'ai essayé de mettre en exergue dans mon propos. D'abord, que ces émissions de gaz à effet de serre, qui sont indissociables de la combustion d'énergie fossile dont on fait usage et dont on ne cessera de faire usage, pour 3/4 de leur augmentation, elles procèdent de la zone non OCDE, et en particulier de la Chine, de l'Inde et du Moyen-Orient. Et donc là, comme vous le voyez, la part la plus importante de l'augmentation, elle vient bien de l'usage du charbon en zone non OCDE pour des besoins de génération électrique et de l'usage du pétrole. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que 50% des émissions de CO2 en 2030 procéderont des transports urbains, des voitures dans des situations urbaines. Et donc là aussi, on voit que donc l'envolée des émissions de CO2 induites par la combustion du pétrole viennent des villes de la zone non OCDE. L'autre conclusion, elle est peut-être ici dans la stagnation des émissions de gaz à effet de serre en zone non OCDE. Et comme vous le voyez, ces 3 bandes bleues en dérivé de bleu peuvent finalement vouloir dire 2 choses. Soit la zone OCDE va réussir sa conversion énergétique et va mettre en place une politique énergétique vertueuse, c'est-à-dire de conversion à des énergies non émettrices, soit, eh bien, cette stagnation des émissions de CO2
ne seront que le reflet d'une demande molle en zone non OCDE, demande molle d'énergie, donc demande globale également molle, donc peut-être prolongation d'une situation de déclin économique. Je vous remercie.